Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et la vidéo que je vais faire aujourd'hui devrait être obligatoire pour tous les investisseurs. Je vais vous partager ici en quelques étapes comment est-ce que vous, de votre côté, vous allez pouvoir faire pour savoir comment structurer votre portefeuille pour avoir des investissements qui correspondent à votre situation et vos objectifs financiers. Parce que ce que je vois très souvent, surtout des personnes qui commencent à investir en bourse, c'est qu'elles vont investir dans des fonds qui sont peut-être populaires en ligne, elles ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Elles recherchent davantage de rendement, alors quand les marchés vont bien, tout va bien. Par contre, quand les marchés deviennent plus difficiles, c'est là qu'on voit des personnes qui commencent à paniquer, qui commencent à faire des pertes sur leur placement financier, puis qui se rendent compte en bout de ligne que ce n'est pas forcément ce qui est recherché. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer les quelques étapes à suivre pour bien structurer votre portefeuille, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers sans jouer au casino. Donc la première chose que vous allez devoir mettre en place, c'est de vous rendre sur le site de l'Autorité des marchés financiers pour venir compléter votre questionnaire de risque. Qu'est-ce que c'est un questionnaire de risque? C'est un questionnaire. Ici, comme vous pouvez voir, avec une douzaine de questions dans différentes catégories, avec des mises en situation, des questions par rapport à votre horizon de placement, vos objectifs financiers, pour déterminer votre profil d'investisseur. Puis selon votre profil d'investisseur, vous allez pouvoir adopter différentes structures de portefeuille pour qui puissent répondre à vos objectifs. Bien sûr, les résultats du questionnaire, ce n'est pas forcément une recommandation à suivre à la lettre, c'est simplement pour vous guider dans le type de structure que vous devriez peut-être mettre en place. Si vous souhaitez après avoir un examen plus complet, bien sûr, allez voir un conseiller, un professionnel pour qu'il puisse prendre en compte tous les aspects de votre situation et vous recommander une structure de portefeuille qui soit vraiment 100% adaptée à votre situation. D'ailleurs, c'est très possible que si vous faites affaire avec un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller à votre banque, qu'il vous ait fait remplir un questionnaire d'investisseur. Là, ici, c'est celui de l'Autorité des marchés financiers, mais toutes les institutions, techniquement, ont leur propre questionnaire. Les questions sont mutuellement similaires. Alors c'est parti, on va commencer le questionnaire. Alors première question, investissement envisagé. Combien désirez-vous investir? Donc là ici on va venir mettre les montants avec la somme de départ et la somme que vous souhaitez après investir de façon régulière. Pour l'exemple de la vidéo, on va prendre une personne par exemple qui a 30 ans, qui commence en investissement et qui souhaite préparer sa retraite pour les 30 prochaines années. Donc montant à investir, on va dire qu'une personne part de zéro, puis qu'elle va investir par exemple 1000 $ par mois. Donc on va marquer ici 1000 $. Bon. Suivant. Ensuite, question 2. Sans compter les revenus de placement, quelle somme prévoyez-vous de retirer de vos investissements dans les 5 prochaines années? Donc, dans notre exemple, nous, si on est, disons qu'on veut préparer la retraite pour dans 20-30 ans, on n'a pas l'intention de retirer des sommes dans les 5 prochaines années. Cependant, si vous, par exemple, vous êtes plus jeune, je ne sais pas, vous avez un objectif, par exemple, d'acheter une voiture prochainement ou, par exemple, d'acheter une première propriété dans les prochaines années, par exemple, pour dans 4 ans. Là, ici, il va falloir venir mentionner la somme que vous prévoyez retirer d'ici les 5 prochaines années. Donc, si vous voulez retirer 50 000 pour une maison, vous pouvez marquer, par exemple, 50 000. Si vous êtes déjà à la retraite, par exemple, ici, vous pouvez voir que vous pouvez faire des retraits périodiques. Si, par exemple, vous avez un décaissement en place, vous pouvez ici, par exemple, marquer les montants que vous retirez tous les ans ou tous les mois, par exemple. Dans notre exemple, à nous, vu qu'on prépare la retraite pour dans 30 ans, ça ne s'applique pas, on laisse à zéro. Ensuite, question 3. Sans compter les sommes que vous prévoyez retirer dans les 5 prochaines années. Donc, en excluant la question 2. Quand prévoyez-vous de retirer au moins le tiers de vos investissements? Est-ce que l'ensemble de vos placements seront vendus d'ici les 5 prochaines années? Est-ce que vous avez l'intention de liquider vos placements, au moins un tiers de vos placements entre 5 et 9 ans, entre 10 et 14 ans ou alors 15 ans ou plus? Nous, dans notre exemple, 15 ans ou plus. Ensuite, question suivante, quel est l'objectif principal de votre portefeuille? Est-ce que vous souhaitez mettre les sommes à l'abri des pertes, donc rester sur du garanti? Est-ce que vous souhaitez mettre les sommes de côté mais pour qu'elles restent accessibles très facilement? Est-ce que vous voulez plutôt investir pour vous générer un revenu régulier si par exemple vous approchez de la retraite ou vous êtes à la retraite? Ou alors est-ce que vous souhaitez plutôt faire fructifier votre placement parce que les revenus sur le court terme ne sont pas forcément importants parce que vous travaillez encore par exemple?
Est-ce que vous souhaitez obtenir une bonne croissance de vos placements sur le long terme ou est-ce que vous souhaitez faire un coup d'argent? Donc chance de réussite très faible et risque très élevé de perdre la somme investie. Donc ça c'est essentiellement, est-ce que vous voulez jouer au casino puis ça passe ou ça casse? Okay. Donc nous dans notre exemple pour préparer la retraite sur le long terme, on veut obtenir une bonne croissance de vos placements à long terme. Mais encore une fois, vous selon vos objectifs, eh bien vous pourriez par exemple si vous êtes à la retraite, décider d'avoir un revenu régulier ou si vous mettez de l'argent de côté pour acheter une voiture pour dans 1 an ou 2 ans, peut-être que vous prévoyez plutôt d'avoir des sommes accessibles facilement. Ensuite, question 5. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos connaissances en matière de placement? Est-ce que vos connaissances en placement sont limitées, c'est-à-dire que vous investissez mais vous ne savez absolument pas ce que vous faites? Ou alors, est-ce que vous possédez certaines connaissances en placement, c'est-à-dire que vous savez plus ou moins comment ça fonctionne, mais vous n'êtes pas sûr à 100%. Ou bien est-ce que vous disposez de connaissances solides en placement, c'est-à-dire essentiellement vous avez plusieurs années d'expérience avec la gestion de vos placements financiers. Donc nous ici, pour l'exemple de la vidéo, par exemple, on va dire qu'on possède certaines connaissances en placement. On sait plus ou moins comment ça fonctionne, mais peut-être pas à 100%. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous investissez par vous-même et que vous ne savez pas exactement ce que vous faites, ça pourrait être une bonne idée éventuellement de bien vous former pour vraiment être à l'aise et bien maîtriser le sujet. Okay? Parce que là, ici, toutes les décisions que vous allez prendre, c'est avec votre argent, avec votre avenir. Si vous faites un petit peu n'importe quoi, ça peut être très rapidement dangereux. Question 6. Comment décrivez-vous votre situation financière actuelle? Est-ce que vous avez un budget déficitaire, c'est-à-dire que vous dépensez plus que ce que vous gagnez puis vous commencez à prendre des dettes? Est-ce que vous avez un budget déficitaire mais vous avez peut-être quelques dettes, mais vous pouvez les rembourser facilement? Est-ce que vous avez un budget équilibré, mais vous devez vraiment faire un effort pour joindre les deux bouts à la fin du mois? Ou est-ce que vous avez un budget équilibré, mais bon, équilibré sans trop faire d'efforts? Okay? Ou bien est-ce que vous avez un surplus budgétaire, c'est-à-dire que vous gagnez beaucoup plus que ce que vous dépensez? Okay? Donc ici, par exemple, dans la vidéo, on va dire qu'on a un budget équilibré sans trop faire d'efforts. Ensuite, question 7. Dans le futur, est-ce que l'un ou plusieurs des éléments suivants pourraient affecter votre équilibre budgétaire ou nécessiter l'utilisation d'une partie importante de vos investissements? Donc ça essentiellement, c'est est-ce que vous avez des revenus instables? À ce moment-là, si vous perdez votre emploi par exemple, vous pourriez avoir besoin de retirer une partie importante de vos placements. Est-ce que vous attendez par exemple un enfant? Est-ce que vous avez l'intention d'achat d'une résidence à venir? Est-ce que vous avez l'intention de vous marier prochainement? Est-ce que vous avez l'intention de divorcer prochainement? Est-ce que vous avez une période d'invalidité prolongée? Est-ce que vous pensez partir à la retraite prochainement? Est-ce que votre emploi c'est limite et vous pourriez peut-être le faire? Bref, vous pouvez cocher les choses qui s'appliquent à votre situation. Dans notre exemple, on ne va rien cocher. Question 8. Pour atteindre mes objectifs financiers, ce portefeuille doit absolument me rapporter le rendement prévu. On n'a aucune marge de manœuvre. Si on n'atteint pas le rendement prévu, ça ne fonctionne pas pour notre objectif. Ensuite, doit préserver sa valeur en tout temps, donc rester dans du garanti, aucune tolérance aux pertes. Est-ce que doit au moins préserver sa valeur à long terme? Vous n'avez pas forcément d'objectif précis de rendement, mais vous savez que vous ne voulez pas perdre dans tous les cas. Ou bien doit vous offrir un certain rendement, mais il pourrait être moindre que prévu. Donc ici, par exemple, vous vivez de vos placements financiers, donc vous avez investi peut-être vos CELI, vos REER, vous attendez que ça génère un certain rendement, mais si jamais le rendement est un peu plus faible que prévu, ça n'a pas forcément trop d'impact parce que par exemple, vous avez des revenus plus importants que ce que vous dépensez. Okay. Puis, dernière possibilité, vous souhaitez donc investir à long terme, vous voulez mettre votre argent au travail, vous voulez faire fructifier votre argent, puis si jamais les rendements sont un peu plus faibles que prévu, ben vous êtes capable d'attendre 1, 2, 3 années supplémentaires pour atteindre votre objectif financier. Donc nous, par exemple, dans notre situation, pour notre exemple, on va cocher cette dernière option. Ensuite, question 9. Là, on commence à rentrer dans votre attitude à prendre des risques. Okay? Donc là, on commence à toucher à la corde sensible de savoir quelle est votre tolérance aux pertes essentiellement. Okay? Parce qu'on veut toujours faire des gains, mais dès qu'il s'agit de pertes, parfois c'est un autre discours. Okay? Donc ici, en cas de baisse de la valeur de vos placements, combien de temps seriez-vous prêt à attendre pour que vos portefeuilles regagnent sa valeur initiale? Donc admettons, vous commencez à investir, les marchés sont en baisse, vous êtes en négatif. Est-ce que vous souhaitez absolument que votre portefeuille regagne sa valeur initiale en moins de 3 mois? Est-ce que vous serez prêt à attendre de 3 à 6 mois pour que le portefeuille remonte? Est-ce que vous pourriez attendre jusqu'à 1 an à 3 ans ou est-ce que vous seriez prêt à attendre plus de 3 ans?
Dans notre exemple ici, on va dire que vu qu'on a un horizon de placement sur 20 ou 30 ans, on peut attendre facilement plus de 3 ans que notre portefeuille remonte à sa valeur initiale parce qu'on n'en a pas besoin sur le court terme. Mais par exemple, autre cas de figure, si vous, par exemple, vous avez l'intention d'acheter votre première propriété dans 2 ans, bon, ben, peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'attendre plus de 3 ans que votre portefeuille remonte. Okay? Peut-être que vous, ça sera plutôt l'option d'avant. Question suivante, supposons que vous avez investi 12 001 $. Okay? C'est très précis. Quelle baisse de la valeur de votre portefeuille pouvez-vous tolérer sur une période de plus de 3 ans? Aucune perte, vous pouvez tolérer aucune perte sinon vous ne dormez pas la nuit, donc 0. Est-ce que vous pouvez tolérer une perte de 5%, 600 $, une perte de 15%, donc 1800 $, une perte de 30%, donc 3600 $, ou une perte supérieure à 30%. Donc pareil, selon votre situation, selon avec quoi est-ce que vous êtes à l'aise, vous pouvez cocher l'option qui correspond à votre situation. Étant donné que nous, on va investir sur le long terme, admettons, on a quand même une sensibilité au risque, on va marquer une perte maximum ici de 30% sur 3 ans. Ensuite, bulletin spécial, crash boursier. Okay. La crise pourrait être pire que la Grande Dépression de 1929, prédit un expert très connu. Donc là, techniquement, vous allumez la télé, vous voyez à Radio-Canada ou peu importe quelle chaîne qui vous dit « Ah non, mais là, c'est la pire crise de tous les temps, les marchés vont planter, on va pas s'y remettre. Donald Trump est arrivé, il a mis en place des nouveaux tarifs douaniers, c'est la fin du monde, vendez tout, etc. » Okay. Bon, à ce moment-là, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous vendez tous vos placements pour limiter les pertes supplémentaires? Est-ce que vous vendrez simplement une partie de votre portefeuille pour protéger une partie de votre capital, mais vous restez le reste investi? Est-ce que vous allez conserver votre placement sans rien faire, vous attendez que ça passe? Ou alors, est-ce que vous investissez, enfin, est-ce que vous profitez de la situation pour investir davantage pendant que les prix sont bas? Alors, comme on a vu ensemble dans différentes vidéos dans le passé, habituellement quand il y a des crashs boursiers, c'est un événement qui arrive régulièrement, pas forcément, mais qui arrive régulièrement. Okay? Au moins, habituellement, une fois tous les 5 ou 10 ans, on a un crash boursier où les marchés baissent de 30 ou 40%, par exemple. Comme on a vu statistiquement parlant, habituellement, c'est le meilleur moment justement pour ne pas paniquer et pour racheter, en profiter pour réinvestir davantage pendant que tout est en rabais. Cependant, dans les faits, et puis ça s'est même validé très récemment, là au printemps, quand Donald Trump est arrivé, il annonçait les tarifs douaniers sur tous les pays où c'était un peu une mise en place un petit peu catastrophique. Les marchés avaient comme quasiment baissé d'au moins 20%, quelque chose comme ça. Puis là, beaucoup de personnes paniquaient en disant non, mais il est en train de faire n'importe quoi, il va planter l'économie mondiale, c'est le moment de tout vendre, etc. Puis j'ai entendu des personnes qui avaient vendu une partie de leur placement, puis qui avaient encaissé des pertes importantes de 10-15% ou plus. Comme on l'a vu récemment, les marchés, oui, ça a baissé. Certaines personnes en ont profité pour réinvestir. Les marchés actuellement ont remonté, puis tout va super bien. Donc, oui, dans les faits, il faudrait investir davantage. Dans la réalité, avec toutes les émotions, la peur, l'incertitude, etc., beaucoup de personnes paniquent. Okay? Donc là, ici, à voir comment est-ce que vous réagirez. Okay? Ce qui est recommandé habituellement, c'est soit de conserver vos parts ou soit d'investir davantage. Okay? Ici, c'est ce qu'on va marquer. Ensuite, dernière question, question 12. Les placements offrant un rendement élevé, bla. Ok, donc habituellement ici, vous avez 5 portefeuilles différents. Comme vous pouvez voir ici, au début, vous avez un portefeuille qui a des rendements modestes, mais vous avez quasiment aucune année négative. Ici, vous avez l'année 4, mais à moins 0,5%. Donc, techniquement, ça ne vous empêche pas de dormir la nuit. Et plus on avance ici, plus on a des portefeuilles qui viennent générer davantage de rendement à la hausse. Mais quand ce sont des années baissières, on a également des pertes plus importantes. Moins 7,7%, moins 3%, moins 6% par exemple. Et dans les années haussières, on est ici à plus 12, plus 8 ou plus 10. Okay? Plus on avance ici, par exemple, si on fait le portefeuille D, dans les années baissières, on est à moins 25%, mais dans les années haussières, on est à plus 30%. Okay? Donc pareil, à vous de voir selon le niveau de fluctuation que vous êtes prêt à tolérer. Beaucoup de personnes veulent avoir du 15% par année, mais ne veulent pas avoir du moins 10% par année parce qu'après ils commencent à paniquer. Okay? Donc il faut toujours que les deux soient cohérents par rapport à ce que vous recherchez. Puis ici, la question E, ça c'est tout simplement vous trouvez le meilleur gestionnaire de tous les temps qui vous fait du 18% par année sans jamais être négatif une seule année. Okay? Donc si vous avez un gestionnaire comme ça, gardez-le bien parce que c'est assez rare. Okay? Donc ici, nous on va cocher par exemple le portefeuille D
parce qu'admettons, on a un objectif de placement sur le très long terme, donc on est peut-être à l'aise avec un peu plus de fluctuations car on n'a pas besoin de l'argent sur le court terme et qu'on veut mettre le plus de chances de notre côté pour atteindre l'objectif financier. Parce que si on a un rendement qui est trop faible, le risque d'avoir un rendement trop faible, c'est certes, les années négatives font beaucoup moins mal, mais si on n'a pas assez de rendement, on ne va peut-être pas pouvoir atteindre l'objectif financier en bout de ligne. Okay? Donc c'est ça. Donc nous ici, pour l'exemple de la vidéo, on va sélectionner le portefeuille D. Félicitations, vous avez votre profil d'investisseur. Donc ici, on peut voir qu'on a 5 profils. On a croissance dynamique, croissance équilibrée, revenu prudent et très prudent. Chacun de ces profils va avoir une structure de portefeuille liée. Par exemple, ici pour la croissance, on peut voir ici que ce qui est, c'est pas forcément une recommandation, mais ce qui est lié à ce profil de croissance, c'est habituellement ici 60 à 85% d'actions et le reste en obligations. Donc on peut voir ici que la fourchette est assez large. Okay? Ils ne prennent aucun risque, 85 à 60%, c'est une fourchette qui est très très large. Si je peux vous donner peut-être des fourchettes un peu plus précises selon les différents profils d'investisseurs. Mais encore une fois, après ça dépend de plusieurs facteurs, puis ça pourrait différer un petit peu. Mais habituellement, pour un portefeuille qui est vraiment croissance dynamique, un portefeuille qui est vraiment audacieux, habituellement on est 100% en actions. Okay? Pour un portefeuille croissance comme celui-ci, habituellement on est 80% actions, 20% obligations. Pour un portefeuille équilibré, on est 60% actions, 40% obligations. Pour un portefeuille conservateur, on inverse. On est à 60% en obligations, 40% en actions. Puis pour un portefeuille qui est vraiment très prudent, habituellement on reste dans des placements qui sont garantis sans perte de capital possible. À ce moment-là, on est dans des CPG, des comptes épargne, des choses comme ça. Donc voilà, comme ça vous avez des fourchettes un peu plus précises que vous pourriez éventuellement mettre en place. Pourquoi est-ce que plus on veut chercher de la croissance, plus on va avoir une proportion en actions plus importante? Tout simplement parce que les actions, historiquement, procurent le plus de rendement, mais également un niveau de risque beaucoup plus important que les obligations. C'est toujours la relation risque-rendement. Plus on veut chercher du rendement, plus on augmente le niveau de risque. Plus on veut chercher la préservation du capital, moins on a de rendement, mais moins on a de risque en même temps. Donc si vous n'avez jamais fait cet exercice, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est super important pour vraiment bien structurer votre portefeuille par rapport à vos objectifs financiers. Donc si vous avez déjà par exemple commencé à investir en bourse par vous-même, mais que vous avez par exemple un portefeuille qui est très risqué, 100% actions, alors que vous êtes à quelques années de la retraite et que le questionnaire de risque vous dit que vous avez plutôt une tolérance au risque moyenne, ça peut être très important de venir corriger le tir. Si par exemple à l'inverse vous êtes très jeune, au vu du questionnaire vous pouvez vous permettre de prendre davantage de risques, mais que jusqu'à présent vous avez uniquement des placements garantis parce que vous ne saviez pas trop dans quoi investir, là pareil, ça peut être intéressant de se poser les bonnes questions et d'apporter des ajustements très intéressants. N'hésitez pas à venir consulter vraiment un professionnel pour qu'il puisse vraiment prendre en compte tous les aspects de votre situation et vous recommander quelque chose 100% adéquat. Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre profil d'investisseur, par exemple, vous avez ici une structure croissance, 80% actions, 20% obligations, la prochaine étape, ça peut être tout simplement de venir choisir les investissements qui viennent correspondre à votre tolérance au risque et à votre profil d'investisseur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.